Chaque café est un voyage. Maison Albert, torréfacteur responsable, vous emmène à la découverte de votre émission. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. Ravi de vous retrouver au programme ce soir du football, du rink hockey avec nos invités de la Vendéenne et du basket également. 85 chrono, c'est parti. Pour débuter cette émission, nous parlerons football bien sûr, National 2, National 3 avec un derby vendéen en National 3. Ensuite, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le capitaine Nathan Geofflot et le coach, l'entraîneur Nuno Domingues de la Vendéenne. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Et puis juste en face, Erwan, notre chroniqueur rink hockey, un ancien. Bonsoir Erwan. Bonsoir Paul. Ravi de te retrouver. On parlera aussi un petit peu gymnastique, on va parler rugby, voilà. Le tour d'horizon des classements et des résultats du week-end en Vendée. Je vous propose, messieurs, avant de parler de rink hockey, qu'on parle de football, avec notamment National 2, la 13e journée. Et c'est la Roche Vendée Football qui recevait le stade Poitevin avec un objectif clair, continuer sa marche en avant et recoller à Bordeaux, nouveau leader du championnat. Et l'entame de match est idéale dès la 3e minute. Vous allez le voir sur cette contre-attaque. Clark Nsikulu qui fait parler sa puissance et qui sert idéalement Alexis Arrojo qui ouvre le score. La Roche frappe d'entrée 1-0. Mais les Lyonnais continuent d'imposer leur jeu, de se créer de nouvelles situations, notamment avec cette grosse occasion qui finit sur le poteau. En face, Poitiers tente de réagir un petit peu timidement, avec quelques opportunités, notamment ce centre, cette tête plutôt manquée. Et à la dernière de jeu, Alexis Arrojo décale parfaitement Evan Borel de cette frappe premier poteau, frappe surpuissante, ça fait 2-0. Et puis bientôt 3-0, ce centre de Moïse Mahop. Centre lob au second poteau, tête d'Ibrahima Keita, le gardien un petit peu fautif sur cette tête. Ça fait déjà 3-0 à la mi-temps. La Roche est largement devant, mais continue de se procurer des occasions. Voilà, 2 grosses frappes. Et puis, La Roche qui trouve une nouvelle fois le montant. La barre de cette reprise magnifique d'Alexis Arrojo. Ça fait une nouvelle grosse occasion. Et puis Alexis Arrojo, toujours lui, toujours dans les beaux coups, qui va lancer parfaitement Ibrahima Keita dans la profondeur, qui va s'effondrer dans la surface de réparation. Double peine pour les Poitevins, penalty et carton rouge pour Alexandre Durimel, le défenseur Poitevin. Mais le gardien va le sauver juste derrière, il sauve ce penalty, il repousse la tentative, et puis nouvelle barre dans la foulée pour La Roche. En face, Poitiers, réduit à 10, tente de se procurer des occasions, notamment ce long rush solitaire qui termine à côté. Et puis dans les toutes dernières secondes, en toute fin de rencontre, grâce à un beau pressing, c'est Mathis Vrignon, l'entrant, qui vient sceller la victoire 4-0 pour le VFC, le Vendée Football Club La Roche, qui s'impose donc largement et puis qui termine l'année sur une très belle note. Je vous propose qu'on écoute les deux entraîneurs et le buteur du soir. Les garçons ont fait ce qu'il fallait. D'entrée, ont pris le match dans le bon sens. Voilà, c'est vrai qu'on marque rapidement. On peut mener 2-0 très rapidement à la 9e minute. C'est pas le cas. Mais voilà, après, j'ai trouvé beaucoup de sérénité dans l'équipe. Voilà, tout n'a pas été fantastique. Le terrain complique la chose forcément. Mais voilà, les garçons ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. On voit comment ils sont sortis du terrain. Ils sont sortis vidés. Donc ça montre qu'il y a un vrai investissement de leur part. Et ils sont justement récompensés ce soir. C'est vrai que la frustration et la déception, c'est que Clark, notre attaquant, ne marque pas. Penalty loupé, en tant qu'entraîneur, on se dit malgré tout, c'est des opportunités quand on est joueur qui sont optimales. Un penalty, c'est un face-à-face. Et donc, ça me laisse un petit peu ce petit goût, mais je vais vite l'enlever et prendre celui qui a un meilleur goût et puis savourer cette victoire, prendre du positif sur ce match-là, garder que le positif et nous projeter sur la reprise. C'est un but. Je demande la balle en profondeur et puis lucidité, je savais où le but il était, donc je frappe sous la barre et puis ça me réussit, donc c'est parfait pour l'équipe. C'est travailler à l'entraînement, ça, souvent en premier poteau, les gardiens ne s'y attendent pas, donc soirée parfaite. Après voilà, on gagne 3-0 en première mi-temps, on se relâche un peu en deuxième, c'est parfait pour le résultat, mais si on est ambitieux, on doit faire mieux en deuxième mi-temps.
Soirée compliquée, on a très mal entamé le match en donnant ce but dès le départ alors qu'on a corner pour nous. Et puis même si on a eu des bonnes séquences en première mi-temps, ce qui est paradoxal, on a été sanctionné à chaque fois qu'on a manqué d'intensité sur 2 séquences où on doit sortir le ballon. Et on est trop gentil et au final on est sanctionné sur ces 2 séquences-là. À 10 contre 11, à 3-0, j'ai trouvé mes joueurs courageux. Courageux parce qu'ils ont pas baissé les bras et puis en plus ils se sont créés quelques situations. Et donc vous allez le voir au classement de ce championnat de National 2, cette poule A de National 2. La Roche qui revient à égalité de Bordeaux, qui profite du mauvais pas de Bordeaux. Et donc on a 2 clubs en tête du classement à égalité. Et puis notre autre club vendéen, les Herbiers, qui s'est imposé 2-1 à Granville et qui est donc reste juste derrière à 2 points, 4e avec 25 points. On passe un échelon en dessous en National 3, toujours en football, 11e journée de National 3, et c'était au stade de Lidonnière. Le Poiré-sur-Vie recevait Fontenay-le-Comte. Dernier match pour les Fontenaisiens avant le grand match de la semaine face au Paris Saint-Germain samedi. Et le match démarre sur un rythme très rapide. Vous le voyez, dès la 2e minute, première action, non cadrée, mais première action quand même. Et puis juste après, 11e minute, énorme occasion cette fois-ci pour jouer Milimino. La frappe qui passe au-dessus, Fontenay bien en jambes. Et puis ça finit par rentrer avec un petit cafouillage. Ça fait 1-0 malgré tout pour Fontenay après 15 minutes de jeu. Mais 2 minutes plus tard seulement, c'est le capitaine, une nouvelle fois sur un cafouillage, Mathis Lourdin, qui égalise 1-1 pour le Poiré. Mais Fontenay, dominateur vraiment dans cette première période, qui reprend l'avantage après cette superbe passe. C'est joué Milimino qui trompe le gardien, petit plat du pied. Et puis une nouvelle fois, Joué Milimino qui va s'illustrer sur un centre. Ça rentre avec l'aide du poteau. 2-0, 2 doublés de Milimino et 3-1. 2 buts d'avance pour Fontenay. Mais vous le voyez, le Poiré n'a pas dit son dernier mot. Dès la reprise au retour des vestiaires, Fontenay réduit l'écart 3-2. Et le Poiré qui continue de se créer des grosses occasions. Et à la 65e, après l'heure de jeu, grâce à cette frappe contrée de Naël Bensoula, le Poiré égalise 3-3. Et alors qu'on joue dans le temps additionnel, au bout du bout, 96e minute, les Genoux vont remporter ce derby vendéen, 4-3. Retour et match spectaculaire, alors que Fontenay, vous vous rappelez, à la mi-temps, menait 3-1, 2 buts d'avance. Et je vous propose qu'on écoute les acteurs de ce match au micro de Thibaut Grasset. Je trouve qu'on a fait un match vraiment en 2 parties très différentes. Une partie où on est très passif, on les laisse nous attaquer, on est limite, on ne sait pas quoi faire. On est même et deuxième partie où on est beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus impactant. On récupère tous les deuxièmes ballons et c'est un effectif très difficile à jouer. Fontenay, c'est une équipe très difficile à jouer qui défend en 5-4-1 avec beaucoup de densité. Peut-être qu'il nous fallait ça pour qu'on rentre dans notre match. Mais bon, il faut qu'on fasse attention à ne pas rééditer ce genre de prestations parce qu'on ne reviendra pas toujours après avoir été mené de 2 buts d'écart. À la mi-temps, on s'est dit les choses, on s'est mis dedans tout seul. C'est nous, on est mené 3-1. Après, un match, c'est pas 45 minutes, donc à la 45e, ça ne s'arrête pas. C'est vrai que le but du 3-2, il nous fait énormément de bien. Et après, on sent que ça nous redonne de la force, le public qui pousse, tout le monde. Et on y a cru. Je pense que dans les matchs comme ça, si tu n'y crois pas, de toute façon, tu peux pas faire. Notre première mi-temps a été très bonne. On les a mis mais au supplice. Je regrette certainement le fait que l'arbitre était un peu laxiste, parce qu'il y a un carton rouge énorme. Ceci dit, je n'oublie pas non plus la deuxième mi-temps poussive qu'on a faite. Je pense logiquement que le match nul était plutôt mérité. Là, c'est un peu cruel d'encaisser un but dans les arrêts de jeu. Je ne suis pas sûr que le temps ne soit pas dépassé, mais on va faire confiance au très jeune arbitre qui a officié ce soir. En deuxième, c'était plutôt long. On a subi un peu plus, on a eu du mal à garder les ballons. Il y avait certainement un manque de fraîcheur comparé à l'équipe du Poiré, donc ça a basculé pour eux ce soir. C'est comme ça. Et je vous propose qu'on regarde ce classement de National 3 et vous allez le voir, Chaland toujours invaincu et en tête après sa victoire 1-0 à Vertou. Et donc le Poiré, après cette victoire contre Fontenay, qui reste 3e avec 21 points. Fontenay qui marque un peu le pas, vous le voyez, 16 points, 5e. Et puis la Châtaigneraie qui a fait match nul
contre Châtellerault reste 7e avec 15 points et les Sables avec un match en moins qui eux ont fait match nul à Chauvigny et donc reste 11e. Je vous propose, après on parlera Ring Coquet, je vous promets, je vous propose qu'on écoute notre entretien de la semaine. C'était avec Charlie Charrier, le manager général des Sables Vendée Football. Bah, quand tu regardes le papier, tu te dis c'est un mec qui a la bougeotte. Mais non. J'ai fait une carrière qui va avec ma personnalité en fait. J'ai toujours détesté dans le foot un peu l'injustice, l'hypocrisie. Et parfois, on me l'a dit, hein, mon père me l'a déjà dit, mais parfois en étant plus discret ou en ne disant pas toujours ce qu'on pense. Il y a des gens qui ont fait une carrière comme ça. J'aurais fait mieux, je le sais, mais voilà, ça me ressemblait pas, donc pas de regret en fait. Et puis cet entretien qui, bien sûr, à retrouver sur tvvendée.fr. Un petit mot de Coupe de France, forcément. Les Sables qui, eux, sont qualifiés toujours en Coupe de France. Il y a 3 matchs ce week-end. Nos 3 équipes vendéennes vont affronter des clubs de Ligue 1. Et ça sera bien sûr à suivre sur TV Vendée. On va vous faire vivre tout ça avec les supporters. Je vous propose de regarder la petite infographie que nous a préparée Marion, qui regarde ces 3 matchs. Donc vendredi, les Herbiers contre Angers. Ça sera donc à Massabielle. On vous fera vivre ça dès 18h45 et puis sur les réseaux sociaux aussi évidemment. Samedi, la grosse affiche forcément, Fontenay qui reçoit le PSG, ça sera cette fois délocalisé à la Beaujoire. Et puis dimanche, Rennes, les Sables. Alors vous le voyez, ça sera au Stade Rennais à domicile, mais ça sera bien les Sables qui joueront à domicile. Donc voilà, ça sera un petit peu inversé comme vous l'avez vu sur l'image. Et puis ça sera bien sûr à suivre sur TV Vendée les 2 avant-matchs, le samedi et le dimanche. Un petit mot de football féminin et puis après on parle tout de suite de Ring Coquet. Ce week-end, c'était La Roche ESO qui jouait contre Bordeaux et vous allez le voir au classement après leur victoire 2-1. Les Lyonnaises restent 8e avec un match en retard mais avec 11 points et donc avec un petit matelas d'avance sur la zone de relégation. Et puis maintenant, parlons enfin Ring Coquet. Je sais que vous attendez ça. Excellent début de saison. La saison dernière avait été un petit peu compliquée avec le changement d'entraîneur, quelques petites choses à remettre en place. Là, 8 matchs, 8 victoires, tout se passe bien pour l'instant. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la saison dernière était un peu mouvementée. Il y a eu il y a un changement d'entraîneur déjà au cours de saison. Il y a eu des départs de joueurs. Voilà, cette année, un effectif très nouveau, donc on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Parce que forcément, quand il y a beaucoup de joueurs comme ça, il faut créer un groupe, prendre ses marques, apprendre à connaître ses nouveaux coéquipiers. Donc voilà. Mais bon, on peut constater aujourd'hui, là, en décembre, que ça marche très bien. Évidemment, on a gagné les 8 premiers matchs, donc c'est presque parfait, on peut dire. Donc même s'il reste encore beaucoup de saisons, c'est un très bon début, ouais. Ouais, la mayonnaise a bien pris, l'effectif renouvelé, la mayonnaise a pris avec ses 8 victoires. On parle que de championnat pour l'instant, 8 victoires en 8 matchs. Ouais, la mayonnaise a bien pris, parce que Nuno fait bien son travail forcément en tant qu'entraîneur. Donc évidemment que la mayonnaise a bien pris. Après, c'est un groupe qui paraît... En tous les cas, moi, qui me paraît plus homogène aussi, en termes de profil. C'était des profils qui étaient peut-être un peu plus déséquilibrés, entre guillemets, sur les années d'avant. Donc c'est vrai qu'on voit c'est une mayonnaise qui prend bien. Après, comme dit Nathan, la saison va être encore très longue. Vous, d'ailleurs, comment vous voyez un peu cette saison, Nuno? Est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction par rapport au début de saison? Est-ce que finalement, toi, dans ta tête, tu te dis... c'est encore loin, on verra au mois d'avril ou combien on sera au classement et on verra ce qu'on fait. Oui, c'est bien. Pour commencer, c'est très bien. 8 matchs des championnats, 8 victoires. Mais c'est comme je dis à Erwan. Le fin de mai, le principe de juin, lui faire le point de situation et y aller pour un travail, pour gagner quelque chose. Je sais que pour les coupes d'Europe et les coupes de France, le tirage, c'est pas un peu difficile pour nous, mais je vais continuer à travailler pour gagner quelque chose. Et puis justement, t'en parlais, c'est le début de saison. Oui. Il reste encore beaucoup de matchs. Pour l'instant, on ne se projette pas trop, même si ça commence très bien. Match après match, on attend de voir peut-être au mois de février comment on sera positionné. Oui.
Je sais que le tirage des championnats, c'est un tirage bon pour nous, mais pour finir le premier tour, c'est 3 jours très difficiles, d'où aller à Ploufragan et Noisy. Et la dernière, à Saint-Omer, à la maison. Et après, je vais faire l'autre 11 matchs pour finir. Mais encore, c'est très bien pour nous. Je sais que quand j'arrive à la mi-saison de la dernière année, c'est difficile pour tout le monde parce que la tactique, c'est nouveau. Les joueurs qui sont sortis, je pense que la concentration pour faire les choses, c'est pas très bien. Mais encore, je pense que c'est tout très bien, mais il y a beaucoup de choses qui c'est très bien. C'est mieux déjà. Et je pense que Nathan a pour confirmer. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a réussi à trouver un bon équilibre avec des joueurs expérimentés qui sont arrivés, ce qui nous manquait un peu l'année dernière. Et aussi un mélange de jeunes qui montent, qui prennent confiance, qui ont du temps de jeu. Voilà, un Arnaud aussi au gardien qui fait une très bonne saison. Évidemment, tout marche pour le mieux pour l'instant. On a un groupe qui vit bien. Sur le terrain, ça se ressent, mais c'est aussi qu'en dehors, on s'entend très bien et on passe des bons moments. Donc je pense que c'est important de continuer comme ça, mais j'ai confiance. Mais justement, Nuno, vous êtes arrivé en début d'année civile, donc c'était en cours de saison dernière. Sur la fin de saison dernière, vous avez déjà commencé à pu mettre des choses en place. Vous avez profité de cette fin de saison. Je pense qu'en avril, il y a 4 ou 5 joueurs qui vont sortir. Et après, je vais changer l'équipe. Et après, je parle quand 1, 2, 3 joueurs nouveaux pour venir ici. Mais ça passe bien. Mais c'est une saison longue. Mais elle va commencer bien, mais c'est important et c'est fini bien. Qu'est-ce qui a changé justement par rapport à la saison dernière qui était plus compliquée avec, on l'a dit, des départs de joueurs, des départs de coach, etc. Probablement un peu de sérénité déjà. Il y a eu, forcément, il commence une saison qui est plus sereine, entre guillemets, avec des bases qui sont déjà solides, un effectif qui ne bouge pas. On voit forcément une ambiance aussi collective qui se dégage, une personnalité aussi d'équipe qui se dégage. Où les 8 joueurs, plus les gardiens, les 10, plus le staff, créent vraiment un groupe qui est solide. On a vu sur des matchs un petit peu chauds, et c'est que mon avis, mais sur des matchs un petit peu chauds, des joueurs qui faisaient vraiment corps face à, notamment contre Kever, je pense, où il y a eu un peu des fois des échauffourées et tout ça. Et je pense que voilà, il y a un effectif avec des joueurs qui ont vraiment beaucoup de personnalité et qui se complètent bien, et avec une qualité forcément en plus, avec une qualité aussi qui permet à la Vendenne de réaliser un très bon début de saison. Mais moi je trouve que vraiment c'est ces marqueurs-là, en tant que supporter maintenant, qui me plaisent dans cette équipe aujourd'hui. Là, je propose qu'on regarde le classement, on l'a évoqué, 8 matchs, 8 victoires, ce qui fait que vous êtes tout simplement premier avec 24 points. Devant Saint-Omer, déjà 5 points d'avance devant Saint-Omer, et puis Le Poiret, autre club vendéen dont on parlera un petit peu après pour la Coupe d'Europe, qui est 7ème avec 10 points, qui a pris ses longueurs d'avance avec la zone rouge derrière, qui a fait un début de saison un peu compliqué. Nathan, qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière, avec le changement d'entraîneur, tous les joueurs? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans le jeu notamment? Je pense que c'était un peu compliqué l'année dernière, parce que Nuno arrivait en janvier, voilà, avec un effectif déjà établi, on avait déjà une façon de jouer. Donc pour changer la façon d'être d'une équipe, je pense que c'est très compliqué. Voilà, on a eu une fin de saison compliquée avec des joueurs qui étaient sur le départ, donc forcément un peu moins d'envie, qui s'est ressenti au niveau des résultats de fin de saison dernière. Comme a dit Erwan, je pense qu'on a commencé la saison avec beaucoup de sérénité. Nuno a pu choisir son effectif, mettre en place sa tactique avec un groupe tout nouveau. Donc je pense qu'on a commencé sur de très bonnes bases, et j'avais dit avant le championnat que notre début de saison allait être déterminant, parce qu'évidemment quand on commence à gagner, ça emmène une bonne dynamique et ça permet de continuer. Je pense qu'on a eu le premier match notamment qui s'est joué au Poiret, qui était un peu charnière. On a réussi à l'emporter, et ensuite on a pris confiance, on a continué à enchaîner les matchs et les bonnes performances, ce qui fait qu'aujourd'hui on
on est serein, on est sûr de notre jeu et évidemment tous en confiance. On a vu justement des images du premier match au Porret qui n'était pas si facile que ça. C'était en seconde période, je crois que ça s'est dessiné, mais c'était pas gagné. Hein. Ouais, c'était un match très serré qui s'est joué sur les infériorités numériques, mais ça aurait pu honnêtement basculer d'un côté comme de l'autre. On a eu un peu cette chance que ce soit de notre côté, mais ouais, c'était un match à ne pas perdre. Mais après, forcément, c'était un derby, donc c'est toujours un peu différent avec beaucoup de motivation des deux côtés. Et puis un petit mot, parce que cette année, c'est l'année prochaine, ça va être une année particulière, c'est les 70 ans du club. J'imagine qu'il y a aussi une envie de bien faire cette saison pour honorer cet anniversaire. Ouais, moi je dis que ouais, ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas gagné de coupe. La Vendéenne, c'est un club qui est habitué à gagner. Donc ça manque un peu à tout le monde au club et ça serait une belle occasion pour les 70 ans du club de ramener un trophée au club. Ça ferait une raison de plus de célébrer tous ensemble avec tout le club de la Vendéenne. Et ben justement, la coupe, on en parlera juste après. Je vous propose qu'on fasse une petite parenthèse basket, notamment l'Élite 2 avec le Vendée Chalon Basket que vous avez pu regarder. C'est sur notre antenne, c'était vendredi soir et c'était face à Rouen. Après un début de saison plus que compliqué, on peut le dire, pour Chaland. Les Chalandais avaient besoin de points pour enfin décoller et même recoller, on va le dire, au classement. Et la rencontre commence parfaitement, de la meilleure des manières. Les Chalandais sont dans le match, appliqués, engagés. Ils prennent rapidement les devants au score. Et si bien qu'à la fin du premier quart-temps, ils mènent assez largement 21-15. C'est de bon augure pour la suite. Et puis dans le deuxième quart-temps, Chaland garde le même état d'esprit. Le jeu est cohérent, collectif. Même si Rouen resserre un petit peu derrière en défense et grignote son retard, là vous le voyez petit à petit, à la pause, les Vendéens sont toujours devant, 2 points d'avance seulement, mais l'essentiel est là, Chaland est dans le coup et va pouvoir se projeter sur cette seconde période et ce troisième quart-temps qui leur fait souvent défaut cette saison. Mais au retour des vestiaires, le scénario reste très serré, les deux équipes se rendent coup pour coup, elles restent au coude à coude, vous le voyez là, 42 partout. Rouen en fait mieux que rester au contact, ils vont passer légèrement devant dans ce troisième quart-temps. Et à l'issue de ce troisième quart-temps, Chaland est mené de 2 petits points, 54-52, mais la victoire reste encore largement prenable. Et la victoire, elle va se jouer dans le dernier quart-temps où tout va se compliquer. Le manque d'adresse se fait ressentir à 3 points. Et puis en face, Rouen qui est intraitable au lancer franc. Et malgré une belle présence au rebond, c'est Tavon Croft sur ce super step back que vous allez voir, qui va crucifier et anéantir les espoirs chalandais après ce shoot à 3 points. Défaite donc, nouvelle défaite 73-79 à domicile pour les Chalandais, mais une défaite frustrante parce qu'il y avait la place pour aller la chercher. On écoute justement Sébastien Lambert, le coach du VCB. Je trouve qu'on a été beaucoup plus cohérent dans la gestion de nos temps faibles. Très clairement, ce soir, on est beaucoup plus cohérent, on garde de l'agressivité, on fait les efforts, on se remobilise. On fait une entame de deuxième qui est nettement mieux que ces derniers temps. Ce soir, on fait un match qui est cohérent. Malheureusement, on met pas un tir. À chaque fois qu'on percute, on n'a pas de faute, donc on a tendance à plus percuter. Donc après, ça fait un peu le cercle vicieux. Mais on n'a pas une faute. On nous donne rien, en fait. Il y a 20 lancers francs d'écart ce soir. On joue à domicile, il y a 20 lancers francs d'écart. On est une équipe qui sifflait comme un dernier, on n'est pas respecté parce que si on analyse réellement le match et qu'on regarde les vidéos qui leur amènent 32 lancers francs et qu'on regarde nos vidéos à nous, je pense qu'on peut en avoir 14 à 16 minimum de plus. Frustré parce que je pense que ce soir il y avait mieux à faire. On a fait un match qui était, je trouve, vraiment cohérent. Ça faisait un petit moment que c'était pas forcément le cas. Voilà, frustré parce que ce soir, voilà, quand on voit notre adresse à 3 points, je pense que c'est là que ça se joue. Voilà, honnêtement, c'est difficile. C'est difficile pour nous les joueurs, c'est difficile pour le club, c'est difficile pour les supporters, c'est difficile pour tout le monde. Mais en tout cas, on se bat, on s'accroche et voilà, on lâchera pas. Mais c'est vrai que ce soir, honnêtement, voilà, je vais pas dire abattu, mais honnêtement, ce soir, ça fait mal à la tête. Et ça fait mal à la tête parce que vous allez le voir au classement, Chaland reste bon dernier avec seulement 1 victoire en championnat. Et en face, devant plutôt, Évreux 3 victoires, Quimper 4 victoires. Donc il va falloir vite aller chercher des victoires pour Chaland pour pouvoir se sortir de ces 2 dernières places synonymes de redescente pour Chaland en National 1. En National 1, justement, les Sablés
glisse à la 8e position et donc hors des 7 premiers après leur défaite 62-79 contre Tarbes-Lourdes qui eux remontent à la 5e position. Et puis chez les femmes, le RVBC s'est également incliné contre Charleville-Mézières qui joue le haut de classement. Victoire courte, 72-67, 5 points pour le RVBC. Mais un peu moins alarmant que Chaland. Et puis vous pouvez aller revoir, on les avait reçus en plateau, le RVBC, Laura Evrard et David Gauthier, l'entraîneur. Vous pouvez aller revoir ça sur tvvendée.fr. Et puis on continue en basket ce week-end. Il y avait le Vendée International Basketball tournoi, le VIB. Si vous préférez, abréviation, 4e édition. C'est organisé par la CEPA, le Sport Event Project Association. Et pour cette édition, le tournoi a adopté un nouveau format, 6 équipes, une forme de mini-championnat, avec notamment parmi les participants, le Bratislava, qui s'est hissé en finale face au CEPA. On avait aussi les équipes de Londres, de Rome, et Bratislava largement au-dessus, avec une équipe composée d'internationales slovaques, plusieurs joueurs de la sélection nationale qui ont fait mainmise tout simplement sur le match. Premier quart-temps, 36-15. À la mi-temps, écart déjà extrêmement conséquent, 60-27. Il n'y a pas photo, mais vous le voyez, une belle salle des Oudéry remplie pour ce tournoi. Et puis à la fin du match, c'est finalement Bratislava qui s'impose assez logiquement, 85-68, et qui donc remporte, vous le voyez, ce tournoi. Je vous propose qu'on écoute tout le monde, l'entraîneur notamment, au micro de Thibaut Grasset. C'était du très très haut niveau. En face, on est vraiment sur les joueurs qui sont en sélection nationale slovaque. Donc c'est vraiment du très très haut niveau. Pour nous, c'est une première. Et on est vraiment très satisfait de notre tournoi. Notre tournoi a commencé contre eux et il se termine contre eux aussi. Et on a montré une belle image, je pense, de la CEPA et de la ville de La Roche-sur-Yon. Et on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, avec ces jeunes. C'est des jeunes qui donnent du temps. C'est des jeunes aussi qui s'investissent avec leurs parents. Il y a des jeunes qui viennent de partout sur la planète. On a des Tahitiens. On a des joueurs aussi qui viennent de Lituanie, on a des joueurs de La Réunion, on a des joueurs vraiment qui viennent de partout en France et on a également des locaux de La Roche-sur-Yon. I have to congratulate the organization, everything was perfect. Je voudrais féliciter l'organisation car tout était parfait. Le jeu, les bénévoles et toute l'aide pendant le tournoi. Je trouve aussi que c'est le premier tournoi pour lequel le niveau des arbitres est très bon. Nous sommes venus ici après un tournoi très difficile il y a quelques jours. Les garçons étaient très fatigués, mais nous leur avons parlé et ils ont pris des responsabilités comme des professionnels et je suis très fier d'eux. 4 jours forcément très intenses, surtout cette année avec la formule qu'on a choisi d'adopter en faisant mini-championnat où tout le monde s'est affronté. Donc pas moins de 8 matchs le vendredi notamment, enchaînés. C'est très intense, les bénévoles ont assuré, les joueurs ont assuré aussi, très fatigant. Mais à la fin, on arrive sur une belle finale et l'essentiel est là. On est encore jeunes, la 4e édition vient de se finir. Mais ce que je peux garantir, c'est que la 5e, voilà, on a déjà les noms. On va pouvoir annoncer les choses bien plus tôt que les autres années, grâce justement au travail qui a été battu sur ces dernières éditions. Et la 5e édition, ça sera évidemment l'année prochaine. On reparle de rink, on a parlé du championnat, mais on n'a pas parlé de coupe, notamment la Coupe d'Europe avec cette élimination face au club italien de Giovinazzo, élimination qui fait du mal. Nuno. Oui. C'est 2 matchs qui terminent match nul, mais elle a perdu un penalty. Mais je pense que le premier match ici en La Roche, c'est un match dur pour nous. Nous jouons le mardi contre Quevert. Et je pense que physiquement, ce n'est pas possible de faire les 2 matchs à 4 jours de différence. Et après, je vais faire un match un peu compliqué, un peu confus. Et là, en Italie, c'est un voyage long, un voyage difficile, un petit problème avant de voyages quand un joueur. Et après, faire un match intéressant, un match très bien, mais enfin, il a perdu un penalty qui c'est... Je pense que psychologiquement, c'est très dur pour nous, mais et allez, je parle beaucoup de fois à continuer un travail parce que c'est une coupe d'Europe, c'est très intéressant pour nous pour passer à la prochaine éliminatoire, mais c'est la vie des sports.
Alors là, c'est les images du match aller qu'on voit parce que le match retour c'était en Italie et c'était défaite, donc vous l'avez dit, au penalty. Et Erwan, on avait parlé juste après le match aller, on disait qu'il y avait la place. On avait même fait un petit pronostic. Ouais. C'est un peu frustrant cette élimination aussitôt dans la compétition. C'est vrai que j'avais annoncé victoire 8-2, ouais, j'avais été un peu présomptueux. Mais oui, c'est frustrant parce que sur ce match-là, bon, comme dit Nuno, il y a un peu l'extra sportif où Amaury finalement oublie sa carte d'identité, donc au lieu de partir à 8, il part à 7. Donc du coup déjà il manque un joueur finalement sur la feuille de match. Et puis derrière, il y a surtout, alors hormis tout ça, il y a le match en lui-même qui est frustrant parce qu'il y a des grosses occasions et il y a des grosses occasions en fait dans des moments clés. On en parlait tout à l'heure avec Nathan qui fait une barre à 15 secondes de la fin. Il y a Neri qui se retrouve en tête-à-tête avec le goal. La cage est pratiquement vide. Finalement, il la met sur le goal. Enfin, il y a vraiment eu des occasions qui étaient claires pour pouvoir se qualifier finalement avant le temps réglementaire. Et puis bon, après le temps additionnel, on a bien vu sur les prolongations, on a bien vu que les deux équipes étaient fatiguées, personne ne voulait trop se montrer. Et puis après, la loterie des pénaltys, généralement, a quand même tendance à sourire à l'équipe qui est à domicile. Donc c'est ce qui s'est malgré tout vérifié. Donc c'est frustrant, mais avec quand même beaucoup de points positifs quand même pour la Vendée qui a réussi à concurrencer cette équipe de Giovinazzo qui sur le papier paraissait par rapport à leur classement italien paraissait accessible, mais finalement avec malgré tout des très bons joueurs, notamment sur le carré titulaire. Ouais. Nathan, il y a de la frustration aussi, j'imagine, même s'il y a des choses positives. Ouais, évidemment, de toute façon, une défaite au tir au but, c'est toujours frustrant, je pense, dans n'importe quel sport. Mais ouais, surtout au vu des deux matchs, je pense qu'on avait largement moyen de se qualifier, notamment au match à domicile. On sait que c'est plus avantageux de recevoir au match retour. Malheureusement, ils ont un peu géré le match aller et géré le match nul. Nous, on n'allait pas forcément prendre de risques pour gagner, mais je pense qu'on aurait largement pu gagner d'au moins 2 buts chez nous. Et malgré cela, on a quand même eu beaucoup d'occasions pour gagner chez eux en Italie. On a un peu manqué de réussite devant le but. Erwan a cité certaines occasions, mais ouais, il y en a eu beaucoup pendant le match. Et voilà, ça arrivait au tir au but, c'est un peu la loterie. Et malheureusement, on n'a pas su les mettre au fond. Donc ouais, c'est un peu frustrant, mais on retient du positif parce que c'est 2 matchs où on leur a largement tenu tête. Donc ouais, il faut s'en servir comme positif. Et puis un petit mot, Erwan Dupoiré, qui eux affrontaient une équipe espagnole, Saint-Just, qui avait fait match nul là-bas, qui était revenu à la mi-temps avec le match nul et qui ont complètement sombré en deuxième période. Ouais, complètement, mais du coup, ils font vraiment une belle campagne, enfin un beau match, une belle double confrontation. On en parlait tout à l'heure en championnat du Poiré, avec le match qui a été chaud contre la Vendée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Poiré a battu Kéver à domicile, donc ça arrange forcément la Vendée, mais le Poiré est une équipe qui est présente, qui est là, qui est équilibrée, qui est homogène, avec Duarte qui fait un très bon boulot, avec des jeunes aussi qui se battent bien et qui ont de la qualité. Donc oui, le Poiré sombre face à une équipe espagnole, mais on l'avait annoncé, San Just va probablement faire partie des équipes qu'on retrouvera peut-être dans le carré final. Et on va rester en hockey avec un petit mot de hockey sur glace, le classement de hockey sur glace. Le Hogli qui a connu sa 2e défaite de la saison, 5-3, mais pas d'inquiétude en D2. Le Hogli reste premier, vous allez le voir, avec 23 points devant Brest. Un petit point devant Brest, mais ça reste suffisant. Et puis un petit mot de rugby aussi rapidement en Fédéral 2. Le FCY La Roche-sur-Yon qui poursuit son très bon début de saison. Victoire 22-13 contre Lormont, tandis que les Sables, eux, se sont inclinés. Mais contre les leaders, et seulement de 4 points, 19-23. On va parler rapidement de gymnastique, puisque ce week-end, il y avait la revue nationale de gymnastique, et c'était à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors c'était le pôle espoir des avenirs aux seniors, vous voyez, ça commence assez jeune, et c'est un événement qui permet de faire une revue, tout simplement, des effectifs, déroulement donc, des compétitions de jeudi à dimanche, et puis c'était consacré aux évaluations techniques. Je vous propose qu'on écoute tout ce beau monde au micro de Thibaut Grasset. Annuellement, on a une revue nationale qui nous permet justement d'évaluer l'ensemble des gymnastes. Alors hier, il y avait les plus grands, et puis aujourd'hui, c'est les plus jeunes, et donc on les évalue sur leur niveau de formation gymnique pour
accéder justement dans la filière du haut niveau. C'est les 5 meilleurs de ces années d'âge-là dans chacune des régions. Et donc ils suivent un programme de formation qui leur demande d'être entre 10 et 15 heures d'entraînement. Et puis pour les plus grands, plus ils grandissent, plus ils arrivent après à des volumes horaires plus importants encore, puisque la gymnastique, pour arriver à être complète sur l'ensemble des agrès, demande de consacrer beaucoup de temps d'entraînement pour pouvoir performer. On a eu la chance quand même d'avoir un bel événement avec une belle salle, une organisation tip-top. Donc ça, c'est une réelle chance justement pour les enfants. Et puis d'un point de vue compétitif, je pense qu'on a eu vraiment affaire à une belle compétition. Ça reste des enfants, ils ont encore beaucoup de progression, notamment à avoir sur le plan mental. Donc, mais on est là effectivement pour travailler aussi là-dessus. Donc hier sur la compétition, aujourd'hui sur les tests physiques et techniques. Et puis un petit mot de sport de combat rapidement. En boxe, Mélissa Ossouf a été sacrée championne intercontinentale WKN. Et puis Lola Cochard qui, elle, s'est inclinée en finale de Coupe de France 2-0 contre la championne du monde algérienne en titre. C'est la fin de cette édition, de ce nouveau numéro de 85 chrono. On se retrouve ce week-end évidemment pour la Coupe de France et lundi prochain pour une émission spéciale Coupe de France. Messieurs, merci d'être venus sur notre plateau. Et puis on vous souhaite une bonne seconde partie de saison en Coupe de France et puis en championnat. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve sur tvvendée.fr si vous voulez nous retrouver en replay. À la semaine prochaine. Vous avez suivi votre émission avec Maison Albert, torréfacteur responsable au Sable d'Olonne, centre commercial Lilium et à La Roche-sur-Yon, 31 place Napoléon.